Le 15 octobre 1993, Léa Dubois, une fillette de 8 ans aux tresses blondes, a disparu sur le chemin de l'école dans le petit village de Sainte-Colombe. Pendant 24 ans, son affaire est devenue une blessure ouverte, un mystère glacial, sans le moindre indice, sans témoin, sans demande de rançon. Un fantôme qui hantait chaque ruelle de cette communauté des Ardennes françaises, réputée si paisible. Léa s'est volatilisée sur un trajet de moins de 800 mètres, un chemin qu'elle empruntait chaque jour. Puis, en 2017, une découverte aussi banale qu'inattendue a tout changé, sa boîte à lunch rouge, retrouvée intacte dans un dépôt municipal. Comment est-il possible que la clé d'une énigme aussi douloureuse soit restée cachée si longtemps, si près de tous? Avant de vous raconter comment cette simple boîte en métal a révélé une vérité bien plus sombre que la thèse de l'enlèvement par un étranger, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à notre chaîne. Croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée, car à l'intérieur de cette boîte à lunch, sous un double fond insoupçonné, se trouvait le petit carnet de dessin de Léa. Et son dernier croquis n'était pas un dessin d'enfant, mais le portrait d'un homme que tout le village connaissait et respectait. Un homme qui avait assisté à toutes les commémorations en l'honneur de la petite fille disparue. Son secret bien gardé pendant plus de 2 décennies. Ce matin d'automne 1993 avait commencé comme tous les autres. Léa avait pris son petit déjeuner avec ses parents, Marc et Hélène, avant d'enfiler son manteau et de prendre sa boîte à lunch rouge. Elle était une enfant solaire, curieuse de tout, son petit carnet de croquis toujours glissé dans sa poche. Le trajet vers l'école était une routine rassurante, un chemin bordé de maisons familières où tout le monde se connaissait. Mais ce jour-là, Léa n'est jamais arrivée en classe. L'alerte a été donnée en fin de matinée, et le village s'est transformé en une fourmilière paniquée. Les recherches ont commencé immédiatement, mais c'était comme si la terre l'avait avalée. Aucune trace de lutte, aucun objet personnel abandonné, à l'exception de ce silence assourdissant qui s'installait là où, quelques heures plus tôt, régnait une tranquillité trompeuse. Pour Marc et Hélène Dubois, le monde s'est arrêté. Les premières heures d'angoisse se sont transformées en jours, puis en semaines d'une attente insoutenable. L'absence de demande de rançon était à la fois un soulagement et une torture, car elle fermait la porte à l'espoir d'un retour négocié. Leur maison, autrefois remplie des rires de Léa, est devenue un sanctuaire silencieux de douleur. Chaque sonnerie de téléphone, chaque voiture qui ralentissait dans la rue, ravivait une lueur d'espoir aussitôt éteinte. Le poids du chagrin et des questions sans réponse a commencé à fissurer leur couple. Les reproches n'étaient jamais formulés à voix haute, mais ils flottaient dans l'air, lourds et pesants. Chacun se demandait secrètement s'il aurait pu faire quelque chose différemment ce matin-là, une culpabilité silencieuse qui les rongeait de l'intérieur. L'enquête initiale, menée par la gendarmerie locale, a été massive mais rapidement dépassée. Des centaines de volontaires du village et des environs ont participé à des battues dans les forêts denses des Ardennes, scrutant chaque fossé, chaque recoin sombre, sans succès. L'inspecteur principal de l'époque, un homme dévoué mais confronté à une absence totale de preuves matérielles, s'est heurté à un mur. Les témoignages étaient rares et contradictoires. Certains disaient avoir vu une voiture suspecte, d'autres non. Chaque piste s'est révélée être une impasse, épuisant les ressources et le moral des enquêteurs. Des années plus tard, cet homme, désormais à la retraite, confiera que l'affaire Léa Dubois est restée l'échec de sa vie, une ombre qui l'a suivi bien après avoir rangé son uniforme. Le dossier s'est épaissi, mais le mystère est resté entier. Très vite, la solidarité qui avait uni Sainte-Colombe dans les premiers jours, s'est effritée pour laisser place à un poison lent, la méfiance. Le choc initial a fait place à une terrible prise de conscience. Si Léa n'avait pas été enlevée par un prédateur de passage, alors le coupable était forcément l'un d'entre eux. Un voisin, un ami, un membre respecté de la communauté. Les regards ont changé, les conversations se sont tues à l'approche de certains. Le village, autrefois un havre de paix où les portes restaient déverrouillées, est devenu une scène de crime à ciel ouvert où chacun était un suspect potentiel. Une chape de plomb s'est abattue sur Sainte-Colombe. Un silence complice mêlé de peur. La peur de déterrer une vérité qui pourrait détruire des familles, et révéler la face cachée de leur communauté si respectable. Les années ont passé, et le dossier Léa Dubois est devenu une archive poussiéreuse, un monument à l'échec. Les enquêteurs ont été mutés, promus, ou sont partis à la retraite, emportant avec eux les fragments d'une affaire qui les a tous marqués. L'attention médiatique s'est déplacée vers d'autres drames, ne revenant à Sainte-Colombe que pour les tristes anniversaires de la disparition. Pour le reste du monde, Léa est devenue une statistique, un nom sur une liste d'enfants disparus. Mais pour ses parents, le temps s'est figé ce 15 octobre 1993. Ils étaient désormais seuls,
abandonnée par un système qui avait promis des réponses, mais n'avait livré qu'un silence assourdissant. La machine judiciaire, si impressionnante au début, s'était lentement enlisée avant de s'arrêter complètement, laissant la famille Dubois dans un vide insondable. Pour Marc et Hélène, la vie est devenue une succession de rituels douloureux. La chambre de Léa est restée intacte, comme si elle allait revenir d'une minute à l'autre. Ses jouets sur l'étagère, ses dessins épinglés au mur, son lit fait chaque matin. Chaque année, le jour de son anniversaire, Hélène préparait un gâteau qu'il ne mangeait jamais. C'était leur façon de maintenir sa présence vivante, une torture qu'ils s'infligeaient pour ne pas la laisser sombrer dans l'oubli. Marc s'est réfugié dans le travail, enchaînant les heures supplémentaires à l'usine pour fuir le silence de la maison. Hélène, elle, scrutait les visages des enfants dans la rue, cherchant dans chaque fillette blonde un écho de sa fille. L'espoir n'était plus une attente joyeuse, mais une maladie chronique, une douleur sourde qui ne les quittait jamais. Le chagrin, partagé au début, est devenu une barrière infranchissable entre eux. Marc voulait avancer, ou du moins essayer, pour ne pas sombrer complètement. Il ne supportait plus de voir la chambre de Léa, ce mausolée qui l'empêchait de respirer. Hélène, au contraire, s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. Pour elle, ranger les affaires de sa fille aurait été l'ultime trahison, l'aveu qu'elle avait perdu espoir. Leurs visions opposées de la survie ont creusé un fossé entre eux. Les conversations se sont raréfiées, remplacées par un silence lourd de reproches inexprimés. Ils vivaient sous le même toit, mais dans deux mondes parallèles de souffrance, chacun accusant l'autre en silence de ne pas porter le deuil de la bonne manière. Leur amour, autrefois leur force, n'a pas résisté à l'épreuve de l'absence. En 1998, 5 ans après la disparition, une fausse piste a ravivé une flamme d'espoir aussi intense que destructrice. Un touriste français a cru reconnaître Léa dans un orphelinat en Italie. La description correspondait, l'âge aussi. Pendant 2 semaines, les Dubois ont vécu un tourbillon d'émotions. La gendarmerie a rouvert le dossier, des contacts ont été pris avec Interpol. Marc et Hélène ont fait le voyage, le cœur battant à l'idée de retrouver leur fille. Mais la rencontre a été un choc terrible. La fillette ressemblait à Léa, mais ce n'était pas elle. Le retour à Sainte-Colombe a été plus dur que tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'alors. L'espoir, une fois anéanti, laisse des cicatrices plus profondes que le désespoir lui-même. Cet épisode les a brisés un peu plus, les convainquant que chaque lueur n'était qu'un prélude à une obscurité encore plus grande. Une décennie après le drame, Sainte-Colombe avait pansé ses plaies en surface. De nouvelles familles s'étaient installées, ignorant pour la plupart le fantôme qui hantait le village. Pour les anciens, le nom de Léa était devenu un sujet tabou, évoqué à voix basse, comme une vieille légende maudite. La méfiance s'était installée durablement. Les gens se saluaient, mais les regards étaient fuyants. Chacun savait que le coupable était probablement encore là, parmi eux, menant une vie normale. Cette certitude glaçante a empoisonné l'âme de la communauté. On évitait de parler du passé, on fermait les volets un peu plus tôt le soir. Le village avait choisi l'amnésie collective comme mécanisme de défense, préférant un semblant de paix à une vérité qui risquait de faire exploser leur monde en morceaux. Le silence n'était plus de la peur mais un pacte tacite de survie. Isolée dans sa douleur, Hélène a refusé ce pacte du silence. Alors que l'enquête officielle était au point mort, elle a mené sa propre investigation, obsessionnelle et solitaire. Elle a obtenu des copies de centaines de pages du dossier, les a lues et relues jusqu'à les connaître par cœur. Dans le salon, elle a dressé une grande carte de la région, y épinglant chaque témoignage, chaque élément, si infime soit-il. Elle a retracé des dizaines de fois le chemin de Léa, chronométrant chaque pas, interrogeant sa propre mémoire. Elle a recontacté d'anciens voisins, des camarades de classe de Léa, espérant déceler un détail oublié, une contradiction passée inaperçue. Pour beaucoup au village, elle était devenue l'ombre d'elle-même, une femme brisée, accrochée à un fantôme. Mais pour elle, c'était la seule façon de rester une mère. Le 20e anniversaire de la disparition, en 2013, a été un moment particulièrement difficile. Quelques journalistes sont revenus, posant les mêmes questions qu'il y a 20 ans, filmant les mêmes lieux devenus sinistres. Un jeune gendarme, fraîchement affecté, a été chargé de jeter un œil au dossier, une simple formalité. Sa conclusion a été la même que celle de ses prédécesseurs. Sans corps, sans témoin, sans mobile, l'affaire Léa Dubois était une impasse totale. Pour la famille, cet anniversaire a sonné comme une condamnation définitive. 20 ans. Une génération entière avait grandi. Léa aurait eu 28 ans. La douleur était devenue une compagne familière, une présence constante. L'espoir d'une résolution, même douloureuse, semblait s'être éteint pour de bon, laissant place à une résignation grise et infinie. Le mystère était scellé. Puis,
En 2017, 24 ans après la disparition, le hasard est venu frapper à la porte de ce mystère endormi. Dans un entrepôt municipal de la ville voisine, promis à la démolition, un jeune archiviste du nom de Julien effectuait un dernier inventaire fastidieux. Nouveau dans la région, il ne connaissait l'affaire Léa Dubois que de nom, une vieille histoire tragique parmi d'autres. Au milieu de meubles cassés et de cartons poussiéreux, son œil a été attiré par un objet incongru, une petite boîte à lunch en métal rouge, étonnamment bien conservée, presque neuve. Le registre indiquait qu'elle avait été déposée anonymement au bureau des objets trouvés de la mairie 5 ans plus tôt, en 2012, avant d'être oubliée ici. Un objet banal qui, dans quelques instants, allait faire trembler les fondations de Sainte-Colombe. Poussé par une simple curiosité, Julien a pris la boîte. Elle semblait anormalement lourde pour sa taille. En la secouant, il a entendu non pas le bruit d'un vieux thermos, mais un cliquetis sourd et étouffé. Intrigué, il l'a ouverte. L'intérieur était vide, à l'exception d'une fine couche de rouille. Mais en passant ses doigts sur le fond, il a senti une légère démarcation, presque invisible. C'était un double fond. Avec la pointe d'un tournevis, il a réussi à le soulever. Et là, à l'abri des regards et du temps, se trouvait un petit carnet de croquis à la couverture cartonnée. Il ne le savait pas encore, mais il tenait entre ses mains le testament silencieux de Léa Dubois, la pièce à conviction que des dizaines d'enquêteurs avaient cherché en vain pendant plus de 2 décennies. Julien a ouvert le carnet avec précaution. Sur la première page, écrit d'une main d'enfant appliquée, il a lu « Le carnet de Léa Dubois, exploratrice ». Les pages suivantes étaient remplies de dessins typiques d'une fillette de 8 ans. Sa maison avec une cheminée qui fume, son chat, des fleurs, et un portrait de ses parents souriant sous un grand soleil. Chaque dessin était une fenêtre sur un monde d'innocence brutalement interrompu. En les parcourant, Julien a senti un poids s'installer dans sa poitrine. Ce n'était plus un simple objet trouvé, mais une relique, une capsule temporelle contenant les derniers instants de bonheur d'une enfant. Il était en train de violer une intimité sacrée, mais il ne pouvait s'arrêter, il sentait que la réponse se trouvait à la fin. Et puis il est arrivé à la dernière page, le ton a changé radicalement, le dessin était différent, plus sombre, esquissé à la hâte avec un crayon noir. Il ne représentait pas une scène joyeuse, mais une vision angoissante. On y voyait une silhouette d'homme, grande et massive, à côté d'une voiture dont la forme suggérait un modèle ancien, une berline. L'homme portait un chapeau, et bien que le visage soit schématique, un détail était frappant, une moustache épaisse et reconnaissable. À côté de la voiture, Léa avait dessiné un symbole étrange, une sorte de triangle avec une croix à l'intérieur. Ce n'était pas un dessin d'enfant. C'était un avertissement, le témoignage figé d'une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La scène semblait se dérouler en lisière d'une forêt. Le nom Léa Dubois, associé à ce dessin troublant, a finalement fait tilt dans l'esprit de Julien. Il a sorti son téléphone, et a tapé le nom sur un moteur de recherche. Les articles de presse ont défilé, racontant l'histoire de la fillette, disparue en 1993, à Sainte-Colombe. La photo de Léa, avec ses tresses blondes, a surgi sur l'écran, et Julien a eu le souffle coupé. Il a compris. Il tenait entre ses mains la clé d'une énigme nationale. La panique s'est mêlée à un sentiment de responsabilité écrasante. Cet objet n'aurait jamais dû être là, dans cet entrepôt oublié. Quelqu'un l'avait déposé anonymement en 2012. Pourquoi? Était-ce un acte de remords? Une tentative lâche de révéler la vérité sans se dénoncer? Chaque question en soulevait une autre, encore plus terrifiante. Tremblant, Julien a composé le numéro de la gendarmerie. Au bout du fil, son histoire a d'abord été accueillie avec un scepticisme poli. Des pistes sur l'affaire Dubois, ils en avaient reçu des dizaines au fil des ans, toutes des impasses. Mais lorsque Julien a décrit le double fond, le carnet de croquis, et surtout le dessin de l'homme à la moustache et le symbole, le ton du gendarme a changé. Le silence qui a suivi était lourd de sens. Ce n'était pas le délire d'un illuminé. Les détails étaient trop précis, trop concrets. En moins d'1 heure, 2 enquêteurs de la brigade de recherche étaient sur place. Le vieux dossier Léa Dubois, qui dormait sous une épaisse couche de poussière, venait d'être rouvert avec une violence inouïe. La machine judiciaire, grippée depuis si longtemps, s'est remise en marche. L'appel à Marc et Hélène Dubois a été le plus difficile. C'est Hélène qui a décroché, sa voix fatiguée par des années de fausses alertes et d'espoirs déçus. Au début, elle a écouté d'une oreille distraite, s'attendant à une autre demande de commémoration ou à l'interview d'un journaliste. Mais les mots « boîte à lunch rouge » et « carnet de dessin » ont fait l'effet d'un électrochoc. Elle a dû s'asseoir. Pour la première fois depuis 24 ans, on ne lui parlait pas d'une théorie, d'un témoignage flou ou d'une voyante.
On lui parlait d'un objet. Un objet qui avait appartenu à sa fille. L'espoir, ce sentiment cruel qu'elle avait appris à étouffer, a refait surface avec une force dévastatrice, mêlée à une terreur absolue. La vérité, après tout ce temps, était-elle enfin à portée de main, ou était-ce juste le début d'une nouvelle forme de torture? Les enquêteurs de la brigade de recherche, une nouvelle génération bien plus habituée aux techniques d'analyse modernes, ont pris le relais avec une détermination froide. Leur première action fut de présenter une copie du dessin à Hélène et Marc Dubois. La rencontre a eu lieu dans la cuisine familiale, la même pièce où Léa avait pris son dernier petit déjeuner. En voyant le croquis de l'homme à la moustache, Hélène a eu un haut le cœur. Marc, lui, est devenu blême. Ce n'était pas le visage d'un monstre anonyme, d'un prédateur de passage. C'était le visage de Gérard Lemoine, un entrepreneur à la retraite, ancien adjoint au maire. Un homme qui leur avait serré la main à l'église et leur avait présenté ses condoléances avec des larmes dans les yeux. Le choc de la reconnaissance fut suivi par une vague de nausées. La trahison était si profonde, si intime, qu'elle semblait plus douloureuse encore que l'absence elle-même. Gérard Lemoine était une institution à Sainte-Colombe. Âgé de 78 ans en 2017, il vivait une retraite paisible dans une belle demeure à la sortie du village. Veuf, respecté de tous, il était le parrain de l'équipe de football locale, et un donateur généreux pour la paroisse. Personne n'aurait jamais pu le soupçonner. L'enquête a donc dû avancer avec une prudence extrême, pour ne pas alerter un homme qui avait des relations partout. Les gendarmes ont commencé par reconstituer sa vie en 1993. Ils ont découvert qu'il était le président d'un club très fermé et élitiste, le Cercle Saint-Hubert, un club de chasse dont les membres étaient les notables les plus influents de la région. Un détail a immédiatement sauté aux yeux des enquêteurs. Le terrain de chasse privé du club se trouvait précisément en bordure du bois que Léa traversait parfois pour raccourcir son chemin vers l'école. Le symbole dessiné par Léa est alors devenu la deuxième clé de l'énigme. Ce triangle barré d'une croix n'était répertorié nulle part. Ce n'était pas un logo officiel. Un jeune gendarme passionné d'histoire locale a passé des jours à éplucher les archives départementales. Il a fini par le trouver, gravé sur une vieille borne en pierre sur une carte cadastrale datant du début du XXe siècle. C'était l'ancien emblème du domaine forestier qui appartenait à la famille fondatrice du Cercle Saint-Hubert. Le symbole marquait les limites de leur propriété privée. Léa n'avait pas simplement dessiné un homme et une voiture. Elle avait fourni une localisation précise. Elle avait indiqué l'endroit exact où sa vie d'enfant s'était arrêtée. Le carnet de croquis n'était pas seulement une accusation, c'était une carte au trésor macabre, dessinée par la victime elle-même. Avec un suspect identifié et un lieu potentiel, les enquêteurs ont obtenu un mandat pour fouiller les archives du Cercle Saint-Hubert, qui étaient conservées dans un notariat. Ce qu'ils y ont trouvé a commencé à dessiner les contours d'une conspiration bien plus large qu'un simple crime isolé. Les registres du club révélaient des réunions fréquentes entre Lemoine et des hommes d'affaires belges et luxembourgeois, à des dates qui ne correspondaient à aucune saison de chasse. Le club n'était pas seulement un lieu de loisirs. C'était une façade, une zone de non-droit où se négociaient des affaires à l'abri des regards, un lieu où la respectabilité servait de bouclier à des activités beaucoup moins avouables. Le petit village de Sainte-Colombe, si paisible en apparence, était en réalité le théâtre discret d'une criminalité en col blanc. L'analyse des comptes bancaires de Gérard Lemoine et du club a révélé le mobile. En 1993, des sommes considérables en liquide transitaient par les comptes du cercle, avant d'être redirigées vers des sociétés écrans au Luxembourg. Les enquêteurs ont mis au jour un réseau de contrebande d'œuvres d'art volées. Lemoine et ses associés utilisaient le club comme plaque tournante, pour écouler des tableaux et des sculptures dérobées dans des musées, ou chez des collectionneurs privés en Belgique et en Allemagne. Léa, en prenant son raccourci ce matin-là, n'avait pas seulement vu un homme qu'elle connaissait. Elle avait été le témoin involontaire d'une transaction, peut-être le chargement d'une pièce volée dans la voiture de Lemoine. Son visage familier, sa curiosité d'enfant avait signé son arrêt de mort. Elle devait être réduite au silence pour protéger un secret valant des millions. Alors que l'enquête s'accélérait, la nouvelle de la réouverture du dossier a fait le tour du village, ravivant de vieilles peurs, mais aussi déliant des langues. Un ancien postier, maintenant à la retraite, a contacté la gendarmerie. Il s'est souvenu d'un détail qui l'avait troublé à l'époque. Quelques jours après la disparition de Léa, en faisant sa tournée, il avait vu Gérard Lemoine brûler des objets dans un incinérateur de jardin derrière sa maison. Parmi les flammes, il avait distinctement aperçu ce qui ressemblait à un petit vêtement de couleur vive, et une paire de chaussures d'enfant. Terrifié par l'influence de Lemoine, il n'avait jamais osé parler. Ce témoignage tardif mais crucial, venait ajouter une pièce matérielle, bien que détruite, au puzzle. La façade impeccable de Lemoine commençait à se fissurer de toutes parts.
la cascade de révélations a transformé l'enquête. Ce n'était plus l'histoire d'une fillette disparue, mais celle d'un réseau criminel protégé par le silence et la respectabilité. Chaque nouvelle preuve était comme une pierre retirée d'un barrage, laissant l'eau s'infiltrer avant le déferlement final. L'équipe d'enquêteurs avait désormais un scénario solide. Léa surprend une transaction illégale, elle est reconnue par le moine, qui panique et l'emmène. La suite était encore floue, mais la préméditation ne faisait plus de doute. Le dépôt de la boîte à lunch, 20 ans plus tard, n'était probablement pas un acte de remords, mais une erreur, peut-être commise par un complice ou un membre de la famille de Lemoine après sa mort, qui aurait trouvé cet objet sans en connaître la signification. La vérité était là, à portée de main, et elle s'apprêtait à dévaster Sainte-Colombe. L'étau se resserrait autour de Gérard Lemoine. Fort du témoignage du postier, des analyses financières et surtout du dessin de Léa, les enquêteurs ont décidé de passer à l'action. Ils ne sont pas arrivés avec des sirènes hurlantes, mais en civil, dans une voiture banale, un après-midi de semaine. C'est dans sa demeure impeccable, au milieu des souvenirs d'une vie de notable, qu'ils l'ont confronté. Au début, il a joué la comédie de l'indignation. Un vieillard frêle, offensé qu'on puisse le soupçonner d'une telle horreur. Il a parlé de son dévouement à la communauté, de sa propre peine, face à ce drame qui avait touché le village. Il était convaincant, poli, maître de lui-même. Il avait eu 24 ans pour répéter ce rôle, et sa performance était presque parfaite. Mais les enquêteurs n'étaient plus ceux de 1993. Ils étaient venus chercher non pas une impression, mais des faits. Les enquêteurs n'ont pas insisté. Ils ont simplement posé sur la table une copie du dessin de Léa. Le portrait de l'homme à la moustache à côté de la voiture, et le symbole du cercle Saint-Hubert. Le silence qui a suivi a été plus lourd que n'importe quel interrogatoire. Le masque de Lemoine s'est fissuré. Ce ne fut pas une explosion de colère ou de peur, mais un effondrement intérieur, visible seulement par un tressaillement imperceptible de sa mâchoire et le sang qui semblait se retirer de son visage. Il a fixé le dessin, et pendant un instant, il n'était plus le vieil homme respectable, mais l'homme de 1993, pris en flagrant délit par le témoignage posthume et implacable d'une enfant de 8 ans. Ce simple croquis, conservé par hasard dans une boîte en métal, est devenu une arme de précision chirurgicale, détruisant en une seconde la forteresse de mensonges qu'il avait mis une vie à construire. Ce n'est pas par une confession de meurtre que Lemoine a commencé, mais par une justification. D'une voix devenue chevrotante, il a admis les faits, mais en les minimisant. Oui, il était impliqué dans des affaires au cercle. Des transactions discrètes, du recel d'œuvres d'art, avec des contacts à l'étranger. Ce matin-là, il devait récupérer une statuette de grande valeur. Il n'avait pas prévu que la petite Léa, qu'il connaissait si bien, prendrait ce raccourci. Il l'a vue, cachée derrière un arbre, son carnet à la main. Il a vu qu'elle dessinait. Dans son récit, Léa n'était pas une victime, mais un imprévu, un grain de sable, dans un engrenage bien huilé. Il a juré qu'il ne voulait que lui faire peur, la convaincre de se taire, de lui donner son dessin. Il s'est présenté non pas comme un monstre, mais comme un homme d'affaires, protégeant ses intérêts. Mais la vérité complète était bien plus sordide. Il l'a attrapée, l'a forcée à monter dans sa voiture pour l'éloigner des lieux, et lui parler. Terrifiée, la fillette s'est débattue, a crié, a tenté de mordre. Dans un geste de panique pure pour étouffer ses cris, il a plaqué sa main sur sa bouche et son nez. Trop fort. Trop longtemps. Quand il a retiré sa main, il était trop tard. Léa ne respirait plus. Il n'y avait pas eu de préméditation pour le meurtre. Seulement pour le silence. La mort de Léa n'avait pas été un acte de cruauté sadique, mais le résultat sordide et rapide de la panique d'un homme qui voyait son monde de respectabilité et de richesse s'effondrer à cause des cris d'une enfant. Le silence qu'il cherchait à obtenir par la peur, il l'a obtenu par la mort. Et ce silence est devenu son fardeau pour les 24 années suivantes. La panique a laissé place à un calcul froid. Un scandale était impensable. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tout son réseau. Il devait faire disparaître le corps. Il a conduit jusqu'à la lisière du domaine du cercle Saint-Hubert, vers un vieux puits abandonné que seuls les anciens membres connaissaient, un endroit que tout le monde avait oublié, envahi par les ronces et les broussailles. Un endroit qui n'avait jamais été sérieusement fouillé lors des battues, car considéré comme inaccessible et sans intérêt. Avec une froideur qui glaça le sang des enquêteurs qui l'écoutaient, il a décrit comment il avait fait basculer le petit corps dans l'obscurité, avant de jeter par-dessus des pierres et des branches pour sceller à jamais son secret. Le crime parfait, caché à la vue de tous, sur les terres mêmes qui lui servaient de couverture. Et la boîte à lunch, pourquoi l'avoir gardée? Le moine n'a pas su donner de réponse claire. C'était peut-être un trophée morbide, un rappel constant de sa faute,
ou simplement un oubli dans la panique du moment. Il l'avait cachée dans le grenier de sa grange, où elle est restée pendant près de 20 ans. En 2012, malade et sentant sa fin approcher, rongé par une forme de remords ou par la peur d'être découvert après sa mort, il a décidé de s'en débarrasser. Mais au lieu de la détruire, il a commis cet acte étrange et lâche. L'a déposée anonymement au bureau des objets trouvés. Une tentative d'absolution. Une bouteille à la mer contenant une vérité qu'il n'avait pas le courage d'avouer lui-même. Il espérait peut-être qu'elle soit trouvée, mais sans jamais pouvoir être reliée à lui. Une confession qui protégeait encore le coupable. Totalement brisé, le corps secoué de tremblements, Gérard Lemoine a finalement livré le dernier secret, celui que Marc et Hélène Dubois attendaient depuis une éternité, l'emplacement exact de la dépouille de leur fille. Il a dessiné une carte sommaire sur une feuille de papier, marquant d'une croix l'emplacement du vieux puits. Le puits se trouvait à moins de 200 mètres de la zone principale, où les battus s'étaient concentrés en 1993. Pendant que des centaines de volontaires et de gendarmes ratissaient la forêt, le corps de Léa reposait là, si proche, dans un tombeau de pierre et de silence. La vérité, après 24 ans d'attente, n'était pas une libération. C'était la confirmation d'un cauchemar, une localisation précise sur une carte de l'enfer, révélée par l'homme qui avait assisté à chaque commémoration, une larme de crocodile à l'œil. Dès le lendemain matin, une équipe spécialisée de la gendarmerie, accompagnée d'experts en spéléologie et de médecins légistes, s'est rendue sur le terrain du cercle Saint-Hubert. L'endroit indiqué par Lemoine était exactement comme il l'avait décrit. Un puits de pierre envahi par une végétation si dense qu'il était devenu invisible aux yeux des non-initiés. Le travail fut méticuleux, lent et empreint d'une solennité écrasante. Sous le regard silencieux des enquêteurs, chaque couche de terre et de débris a été retirée avec une précaution infinie. Puis, après plusieurs heures d'un travail éprouvant, ils l'ont trouvé. Les restes squelettiques d'un petit enfant, ainsi que les lambeaux d'un manteau et des fragments de chaussures. 24 ans après sa disparition, Léa Dubois avait enfin été retrouvée. Le mystère était terminé, laissant place à la certitude la plus brutale et la plus insoutenable qui soit. L'annonce officielle a été faite à Marc et Hélène dans leur cuisine, par le même gendarme qui avait pris leur déposition des années auparavant, aujourd'hui au bord de la retraite. Il n'y a pas eu de cris. Pas de larmes hystériques. Juste un silence, si profond qu'il semblait absorber tout l'air de la pièce. Hélène s'est effondrée sur sa chaise, le corps secoué par des sanglots silencieux, le visage enfoui dans ses mains. C'était la fin. La fin de l'espoir, la fin de l'attente, la fin de cette torture quotidienne qui l'avait maintenue en vie et l'avait détruite à la fois. Marc est resté debout, le regard vide fixé sur le mur, mais il a posé une main tremblante sur l'épaule de sa femme. Pour la première fois depuis des années, ils n'étaient plus divisés par leur façon différente de gérer l'incertitude. Ils étaient unis, enfin, dans la certitude de leur deuil. L'arrestation de Gérard Lemoine a provoqué une onde de choc qui a fissuré les fondations de Sainte-Colombe. L'image du vieil homme, autrefois si respecté, emmené par les gendarmes, a fait le tour des chaînes d'information. La réaction du village a été un mélange complexe de déni, de honte et de fureur. Comment avait-il pu vivre aux côtés d'un monstre pendant toutes ces années ? Comment avait-il pu lui serrer la main, écouter ses discours, et ne rien voir ? La colère était dirigée contre lui, mais aussi contre eux-mêmes. Le silence qui avait régné pendant si longtemps n'était plus un signe de paix, mais la preuve d'une cécité collective. Les portes se sont fermées et les regards sont devenus accusateurs. La communauté, qui croyait avoir été victime d'une tragédie extérieure, a dû faire face à une vérité bien plus terrible. Le mal était né en son sein. Le procès de Gérard Lemoine fut bref et sans appel. Accablé par les preuves matérielles, le carnet, les analyses financières, et surtout sa propre confession, il n'a opposé aucune résistance. Assis dans le box des accusés, il n'était plus que l'ombre de lui-même, un vieillard frêle et brisé, confronté au poids de son crime. Le tribunal l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il n'a montré aucune émotion à l'énoncé du verdict. La justice, bien que terriblement tardive, avait été rendue. Mais pour beaucoup, ce n'était qu'une maigre consolation. Lemoine est mort d'une crise cardiaque dans sa cellule 2 ans plus tard, emportant avec lui les derniers détails de son secret, laissant la communauté et la famille Dubois avec une sentence qui, elle, ne finirait jamais. Les funérailles de Léa Dubois ont eu lieu un mois plus tard, dans la petite église de Sainte-Colombe. Le petit cercueil blanc, porté par des gendarmes en tenue d'honneur, a traversé le village sous le regard de tous les habitants, sortis pour lui rendre un dernier hommage. C'était une cérémonie d'une tristesse infinie, mais aussi d'une étrange libération. Pour la première fois, Hélène et Marc pouvaient pleurer leur fille, et non plus sa disparition.
Il pouvait lui parler, lui dire au revoir, commencer le long chemin du deuil. La communauté, réunie dans une solidarité retrouvée mais teintée de culpabilité, pleurait avec eux. Ce jour-là, Léa n'était plus un fantôme qui hantait les rues du village. Elle était redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Une petite fille, aimée, et enfin en paix, dans le caveau familial. La vie à Sainte-Colombe n'a plus jamais été la même. La maison de Lemoine a été vendue et est restée vide pendant des années, comme un monument silencieux à la trahison. Marc et Hélène, bien que marqués à jamais, ont trouvé une nouvelle forme de sérénité. Ils ont appris à vivre avec la douleur, plutôt que contre elle. 1 an après les funérailles, un petit mémorial a été érigé près de l'école. Une simple pierre gravée avec le dessin d'une petite fille aux tresses blondes, et l'inscription « À Léa », dont la vérité a éclairé nos ténèbres. Ce n'était pas un mémorial à la tragédie, mais à la résilience. Sainte-Colombe avait appris, de la plus cruelle des manières, que le silence ne guérit jamais rien, et que même après des décennies, la voix d'un enfant peut être assez forte pour briser les murs les mieux gardés. Après les funérailles, Marc et Hélène ont pris la décision la plus difficile, mais la plus nécessaire. Quitter Sainte-Colombe. Le village, autrefois leur havre de paix, était devenu un cimetière de souvenirs. Chaque rue, chaque maison, chaque visage, leur rappelant leur perte. Ils ont vendu la maison familiale, cet endroit où le rire de Léa avait été remplacé par 24 ans de silence angoissant. Ils n'ont pas fui leur chagrin mais l'environnement qui le nourrissait sans cesse. Dans une nouvelle ville, anonyme, ils ont commencé à reconstruire non pas une vie, mais une survie différente. Leur couple, autrefois brisé par l'incertitude, s'est ressoudé sur les fondations solides d'un deuil partagé, et enfin compris. Ils ont appris à parler de Léa au passé, non plus comme d'un fantôme, mais comme de leur fille, leur amour, leur étoile. Sainte-Colombe, de son côté, ne s'est jamais complètement remise du choc. La vérité a agi comme un acide, purifiant la plaie, mais laissant une cicatrice indélébile. Le nom de Lemoine est devenu une malédiction, murmurée avec honte et colère. Le cercle Saint-Hubert a été dissous, son histoire à jamais souillée par le sang et le mensonge. La méfiance, qui s'était installée après la disparition, s'est transformée en une douloureuse introspection collective. Comment avait-il pu être si aveugle? Cette question hante encore les anciens du village. La communauté a appris à ses dépens que la respectabilité n'est qu'une façade fragile et que le mal peut porter le masque le plus familier. L'illusion d'innocence a été brisée pour toujours, remplacée par une sagesse plus sombre et plus méfiante. Le silence a été rompu, mais le son qu'il a produit fut celui de leur monde qui s'effondrait. Le mémorial érigé près de l'école est devenu le cœur battant de cette mémoire collective. Ce n'est pas un lieu de tristesse, mais un point de repère, un rappel constant et silencieux. Les enfants de la nouvelle génération, qui jouent à proximité, demandent parfois qui était cette Léa dont le nom est gravé dans la pierre. Leurs parents leur racontent alors l'histoire, non pas pour leur faire peur, mais pour leur transmettre la leçon la plus importante que le village ait apprise, l'importance de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La petite pierre, avec le dessin de la fillette aux tresses, et l'inscription « À Léa », dont la vérité a éclairé nos ténèbres, est devenue un symbole. Elle ne représente pas la mort, mais la victoire posthume d'une enfant dont le témoignage silencieux, contenu dans un simple carnet, a été plus fort que 24 ans de mensonges. L'histoire de Léa Dubois est une tragédie, mais c'est aussi un testament au pouvoir de la persistance et à l'imprévisibilité.